Bonjour à tous, eh bien voilà, il est 12h33, vous êtes déjà dans le ZCL News avec nous jusqu'à 14h. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, comme tous les jours, dans cette période de crise, une crise qui va durer très longtemps, d'après ce que disent les spécialistes. En tout cas, je ne peux que rappeler aux Guadeloupéens les consignes de sécurité. Plus vous restez chez vous, moins cette crise sera importante. Plus vous sortez, plus vous allez dériver, vous allez sortir, plus qu'il y a des gens qui sont morts. Ah non, ça, monde qui est mort, oui, monde qui est mort. Pour l'instant, d'après l'ARS, on serait à 78 cas, mais pas encore de mortalité. Il y a eu une mortalité il y a une semaine. On espère qu'on ne devrait pas dépasser. Alors, petite information qui concerne la profession de journaliste, puisque nous, les journalistes, eh bien, nous roulons aussi. La preuve, c'est que nous sommes là avec vous pour vous accompagner tous les jours. Et l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe a fait un acte de solidarité particulièrement important envers les soignants, puisque nous avons distribué pratiquement 400 masques aux soignants. Et ce sont des masques qui ont été remis avant-hier au personnel soignant. Je vous lirai le communiqué. Ce qui n'empêche pas d'être aussi dans la chaîne de solidarité en faveur des soignants, notamment sur le cas de l'UJMG, l'Union des journalistes, je vous l'ai dit, et des médias guadeloupéens, et de l'UPF, qui viennent d'offrir à l'Agence régionale de la santé, l'ARS, c'est nous qui cabayou, c'est eux qui notre cabanou, c'est nous qui cabayou, près d'un millier de masques issus de la maison de la presse à Basse-Terre, et ces masques étaient encore conformes et utilisables. Donc voilà un acte de solidarité. Il y en aura probablement d'autres. On demande donc à nos confrères journalistes qui sont à l'UJMG ou même ceux qui n'y sont pas, eh bien, chaque fois que vous pouvez faire un acte de solidarité en direction de notre peuple, en direction des soignants, mais aussi des Guadeloupéens, n'hésitez pas. Sinon, eh bien, aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Bruno Blandin. Il est déjà en ligne. C'est le patron du MEDEF Guadeloupe. Dans cette situation particulière, il y a des questions qui se posent sur l'économie de notre pays. On va en discuter avec lui dans un instant. Ensuite, Philippe Proclor, c'est le délégué général Antilles-Guyane, Orange, puisque sans les téléphones, sans l'Internet aujourd'hui, nous t'écartons Belbab. Philippe Proclor nous dira un peu ce que Orange a prévu ces jours-ci. Ensuite, nous partirons vers Paris pour rencontrer Marc Rocher. Marc Rocher, c'est le PDG de Air Caraïbes. Air Caraïbes, il y a une petite polémique depuis 2 jours sur les avions qui vont en Tahiti, qui font le va-et-vient, soi-disant, pour déposer des gens contaminés. Là aussi, on parlera sérieusement avec M. Marc Rocher. Raoul Lebrave, c'est le directeur de l'ADOM. L'ADOM, c'est ça, qu'il y a avant Bumidom. C'est devenu l'ADOM, beaucoup plus, on peut dire, plus policé. Mais enfin, M. Lebrave, qui est le directeur de l'ADOM, nous dira un peu dans quelles conditions sont aujourd'hui les jeunes, ceux qui sont en France, mais ceux qui sont ici, qui voulaient partir, qui fait éveiller pour les stagiaires, et le rôle réel de la DOM, parce que la DOM, c'est pas le Bumidom, il faut quand même le dire. Et puis un psychologue avec nous, Raphaël Spéronel, il sera de plus en plus présent sur les médias. Les psychologues seront présents parce que dans la situation actuelle, les Guadeloupéens, certains sont stressés, d'autres angoissés. Les informations que vous avez tous les jours ne vont pas dans le sens de vous rassurer, mais c'est la réalité. Si mon camo faut dire au si mon malade faut dire au malade. Et d'ailleurs, en parlant de mortalité, hier c'était Manu Dibango dont on a parlé avant-hier de sa mort, mais aujourd'hui c'est Hidalgo, Michel Hidalgo, vous savez, c'est le sélectionneur de l'équipe de France qui avait permis à l'équipe des Bleus, Blancs, Rouges de gagner, de remporter la première Coupe du Monde. Et bien, monsieur y allait aussi. Il avait 86 ans, il n'avait pas 20 ans. Voilà. En ce qui concerne l'information, on va revenir sur un point fait avec le préfet. La distribution des masques, hier, on en a parlé, on reviendra là-dessus. L'eau, les points d'eau à Sainte-Anne, le fonctionnement des boulangeries et puis la vente de paniers locaux. Et je rappelle que hier, au Ténion Bab aussi, avec les agriculteurs, au Vélodrome, en face du Vélodrome, au marché couvert, puisque le préfet avait, avec les forces de l'ordre, fait interdire la vente des produits agricoles. Ça y est, c'est réglé. Les producteurs agricoles pourront vendre sur le marché. C'est une bonne nouvelle. Voilà le sommaire de ce ZCL News avec vous. Et tout de suite, on part en direction de Bruno Blandin qui nous écoute. Bruno Blandin, bonjour. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Bruno Blandin, bonjour. Je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, pour l'instant, nous ne l'entendons pas. On essaie de rentrer en contact avec lui. Bruno Blandin, c'est le président du MEDEF. MEDEF, c'est l'association des chefs d'entreprise. Et c'est comme on dit, c'est le patron des patrons.
il devait être en ligne avec nous parce que nous avons un certain nombre de questions à poser sur l'économie de notre pays dans cette situation catastrophique, parce qu'elle commence à devenir catastrophique, cette situation, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu entrer en lionnage avec Bruno Blandin. Est-ce que c'est fait? Toujours pas. On essaie d'entrer. Non? Oui, ça y est. Bruno Blandin, bonjour. Pas de retour, on ne l'entend pas. Kevin, je ne sais pas. Ah, je suis là. Voilà, merci Bruno Blandin de répondre à nos questions en direct. Alors, je vous le dis et vous le savez déjà, nous vivons une situation particulièrement compliquée d'une manière générale au niveau mondial, mais on va s'arrêter aujourd'hui à la Guadeloupe. Comment la Guadeloupe peut survivre à ce qui se passe en ce moment? Ben, écoutez, comment la Guadeloupe peut survivre? Je vais me demander comment le monde va survivre. Oui. Me semble-t-il, à cette épidémie. Alors écoutez, je pense que le moment, et si j'ai quelque chose à dire, je vous dirai deux choses. Que si l'économie s'arrête, il n'y a plus de vie. Donc oui. Pour nous, il est important que l'économie continue avec les garanties sanitaires pour nos salariés, mais aussi particulièrement pour le monde médical. Oui, ça c'est le premier stade, ça. Mais ça c'est le premier stade, oui. En ce qui concerne l'économie réelle, c'est-à-dire la production, parce que hier, par exemple, il y a eu un petit souci avec les producteurs agricoles qui n'ont pas pu vendre. Bon, c'est réglé, mais les autres productions de la Guadeloupe, je prends un exemple très simple, monsieur Blandin, le tourisme aujourd'hui. Ben, le tourisme est mort aujourd'hui, monsieur. Mort et enterré. Ah ben, alors non, pas enterré, j'espère, parce que nous sommes des chefs d'entreprise. Et pour nous, il est important, je dirais, de faire redémarrer non seulement le tourisme, mais la Guadeloupe demain. Oui, mais c'est ça notre responsabilité. Et nous avons besoin, pour faire redémarrer la Guadeloupe et nos entreprises, de tous nos salariés en bonne santé. Oui. On voit les difficultés qu'il y a à se procurer des masques. Je ne parle même pas de gens contaminés, mais uniquement se procurer des masques, des produits hydroalcooliques. Alors, sur ce plan-là, est-ce que vous avez des informations à nous fournir sur la production du gel hydroalcoolique? Alors, sur la production du gel hydroalcoolique, je sais que les distillateurs locaux sont sur le pont. Oui. Et en accord, je dirais, avec l'ARS et l'État, ils sont en train de trouver la solution. Bon. Ça, je leur laisserai le soin de répondre parce que je n'ai pas plus d'informations dessus. Oui. En ce qui concerne les masques, oui. L'UDE, MEDEF et son président est sur le pont et nous essayons aujourd'hui de faire rentrer directement de Chine. J'espère un avion dans les prochains jours avec des masques pour non seulement le monde médical, mais aussi pour nos salariés et les Guadeloupéens. D'accord. Vous avez un volume, combien à peu près vous en avez commandé? Écoutez, le volume dépendra de la capacité de l'avion à prendre la quantité qu'on pourra nous fournir. Oui. Aujourd'hui, nous avons la logistique, nous avons le contrôle de la logistique. Nous avons le contrôle des normes. Nous avons sur place en Chine des gens qui peuvent nous contrôler, je dirais, au départ de cette marchandise, les normes. C'est quelque chose d'important. Et nous avons la logistique localement, nous avons le transport, mais nous ne maîtrisons pas tout à fait aujourd'hui la production chinoise qui est en train d'exploser, ainsi que les prix. Vous en doutez bien. Je doute. Alors, Bruno Blandin, le problème qui va se poser aujourd'hui et dans les semaines à venir, c'est que nous ne sommes pas encore dans le pic de la pandémie. Je prends un cas très simple, le cas du bâtiment. Est-ce que vous pensez que les ouvriers du bâtiment pourront continuer à travailler dans ces conditions-là? Écoutez, nous sommes au même stade que les autres départements d'outre-mer, mais au même stade que la métropole. Je ne peux pas dire... Sauf qu'on a moins de moyens quand même. On a moins de moyens qu'en France, hein, il faut le dire. Hein. Ben, on a les moyens de nos responsabilités, monsieur. Oui, mais... que certains chefs d'entreprise ou certains politiques avaient été un peu plus responsables, nous aurions eu peut-être plus de moyens. Mais ça, je ferme la parenthèse, ça fait l'objet d'une autre discussion. Oui, tout à fait. Donc... je pense qu'aujourd'hui, il faut que les entrepreneurs guadeloupéens prennent leurs responsabilités, mais dans un cadre précis de la protection de ces salariés. Oui. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, de très dangereux, et nous ne devons pas exposer nos salariés. Maintenant, nous n'avons pas non plus, et je vous le disais au départ, que si l'économie s'arrête, il n'y a plus de vie, il faut aussi réfléchir comment nous pourrions faire démarrer peu à peu cette économie. Alors, on a un problème récurrent en Guadeloupe, c'est les retards des paiements des collectivités.
est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, vous n'êtes pas président de la région, mais vous êtes en contact, j'imagine, que les collectivités vont pouvoir répondre, payer les impayés qui, depuis des mois, traînaient déjà dans cette situation? Vous pensez bien que les entreprises qui ne sont pas payées ne pourront pas fonctionner? Alors, nous avons deux problèmes. Le problème, c'est les collectivités qui ont la possibilité de le faire ou qui peuvent emprunter, je dirais, pour pouvoir le faire. Oui. Je suis en relation avec le président Chalus pour faire débloquer, je dirais, en urgence, et je lance un appel aux permanents de la région de débloquer aux TPE et aux PME les factures qui ne sont pas payées depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Oui. Ça, c'est la première chose. Mais je pense qu'il y a la volonté du président de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous regardons avec l'État comment certaines collectivités, je pense particulièrement aux communes, comment l'État pourrait éventuellement avancer, je dirais, à certaines collectivités au travers, je dirais, d'un dispositif juridique qui fait que ce ne sera qu'une avance pour certaines communes de payer les TPE et les PME et particulièrement les petites entreprises. Oui. Parce que si ces petites entreprises ne sont pas payées, il y aura fermé. À tout le monde qui est fermé. À pas petit, ni plus grand, c'est tout le monde qui est fermé. Oui, et ça, c'est une grosse difficulté. C'est-à-dire, j'imagine que vous avez des relations avec le MEDEF France. Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Quelle est leur position sur ce qui se passe en ce moment? Ben, écoutez, oui, j'ai des relations permanentes. Nous avons tous les 2 jours un comité exécutif, puisque, comme vous le savez, je siège et j'ai l'honneur de siéger, je dirais, au conseil exécutif du MEDEF. Tout à fait. En métropole, en ma qualité de président du comité de l'outre-mer. Tout à fait. Le MEDEF est sur le pont et est très préoccupé, justement, particulièrement pour ces petites entreprises. Oui. Et les dispositifs qui nous sont donnés changent de jour en jour. C'est-à-dire que suivant la gravité de la crise économique, vous avez vu comme moi que des grandes sociétés comme Michelin, comme Airbus, oui, comme Peugeot, comme Citroën sont en train de fermer. Tout à fait. Donc vous pensez bien que les petits derrière, tous les sous-traitants, désolé, mais nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. On est même au fond du bateau, on va dire, au bord de la mer. Ah non, je ne suis pas pessimiste. Hein? Monsieur Zandonis, il ne faut pas être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis sur le pont. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas si vous êtes informé scientifiquement, mais il se pourrait, on ne le souhaite pas, mais la réalité scientifique laisse penser que cette crise pourrait s'étaler sur plusieurs mois, non pas sur seulement une quarantaine, ni une cinquantaine de jours. Et c'est ça le souci. Oui, je sais. Je suis assez préoccupé par ça, oui. Oui, parce que si c'est le cas, parce que déjà nous sommes un pays où le chômage est entre 25, 30, quelquefois 40%, si ces entreprises ferment, vous imaginez le paysage social de la Guadeloupe dans quelques mois. Oui, je comprends ce que vous dites et j'ai bien peur que... J'espère que nous n'arriverons pas là. Eh bien, on souhaite que ça n'arrive pas, mais en tout cas, la dernière question que je vais vous poser, aujourd'hui, au niveau du MEDEF, vous êtes en contact avec le MEDEF France, mais au niveau des chefs d'entreprise guadeloupéens, quelle est la tendance en ce moment? Alors, nous avons, la tendance, naturellement, elle est pas au beau fixe, vous en doutez bien. La tendance aujourd'hui est ce que nous faisons. Nous sommes sur le pont avec le président de la Chambre de commerce et nous faisons des réunions quotidiennes pour non seulement, je dirais, voir les applications avec l'État de toutes les directives qui sont données sur le plan fiscal, sur le plan social, afin de sauvegarder, ne serait-ce que peu ou prou, les salaires de nos salariés à la fin du mois. De ce mois, de ce premier mois. Mais de ce premier mois, mais le premier mois, je pense que ça sera difficile, mais c'est le deuxième mois qui m'inquiète. Et même le troisième, s'il y a un troisième. Ça sera peut-être pas difficile, ça sera peut-être impossible. Donc, nous sommes sur le pont pour qu'on puisse, je dirais, quelque part, trouver des solutions avec le monde financier, mais aussi avec la BPI, pour comment on peut faire, je dirais, pour financer peu ou prou les entreprises pour payer leurs salaires. Alors, si j'ai 3 mots d'ordre, si vous voulez, à compatriotes guadeloupéens à donner, pour en terminer, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bien sûr. Moi, je pense que les entrepreneurs... Pour conclure, je souhaiterais passer, si vous voulez, 3 mots d'ordre à nos entrepreneurs et aux Guadeloupéens. Responsabilité, solidarité,
citoyenneté. Voilà. Oui. C'est mes 3 mots d'ordre et il faut qu'on s'y tienne. Il faut qu'on se tienne. Alors, je vais faire quand même la remarque et j'imagine que vous irez dans notre sens. Je prends le risque. Cette crise va déboucher sur une situation tout à fait nouvelle au niveau mondial, mais on s'arrête au niveau de la Guadeloupe. On se rend compte aujourd'hui que la dépendance, c'est quelque chose de compliqué pour nous. Hein. C'est vous qui... Je partage. Vous partagez. Je vous remercie, Monsieur Blandin. On aura l'occasion de vous revoir d'ici quelques temps. Oui, vous pouvez compter sur moi. Je suis là aussi pour faire en sorte que les chefs d'entreprise restent positifs et s'ils ont besoin de moi, ils savent que je suis là. Voilà. Pas de problème. Allez, courage. Nous vous merci de crier. Voilà, c'était Bruno Blandin, patron du MEDEF. Vous le voyez, donc, même si on veut rester optimiste, mais la situation dans les jours, dans les mois qui viennent, risque d'être compliquée parce que, je vous l'ai dit, cette crise ne va pas s'arrêter à la fin du mois d'avril comme on essaie de nous faire croire. Alors, point avec le préfet tout de suite, puisqu'il y a eu quelques petits soucis, je vous l'ai dit hier, avec les agriculteurs. On refait le point avec lui et puis on revient tout à l'heure avec Philippe Oclo, le directeur de Orange pour les Antilles-Guyane. Le message, c'est rester chez vous, rester chez soi dès qu'on peut le faire, et puis respecter ce confinement qui permettra à chacun de sauver sa propre vie et de sauver des vies. Hein. Donc plus que jamais, le message doit être entendu et respecté. Il l'est plutôt, nous faisons les contrôles qui vont bien, les verbalisations qui vont bien, et quelques communes, vous le savez, nous ont demandé une extension avec un couvre-feu qui a été mis en place cette nuit, et sans doute d'autres communes me le demanderont, et si elles me le demandent, j'accepterai de prendre les arrêtés en conséquence. Alors pourquoi vous avez décidé de commencer le couvre-feu à 20h ? Pourquoi pas plus tôt si l'intérêt est que les gens se déplacent moins ? Alors, le couvre-feu est à 20h parce que nous avons une fermeture des magasins qui, selon les endroits et en particulier dans les villes concernées par le couvre-feu, a lieu plutôt aux alentours de 19h30. Donc, il faut quand même laisser le temps à la fois aux clients de ces magasins, mais aussi au personnel de ces magasins de rentrer chez eux sans être obligatoirement perturbés par ce couvre-feu qui est quand même une mesure qui est très, très radicale. Alors c'est vrai que des attestations à faire toutes les semaines, c'est un peu contraignant. Est-ce qu'il y a une solution ? Et si nous n'avons pas d'imprimante chez nous, comment peut-on faire ? Alors d'abord, depuis le début, l'attestation peut être reprise à la main, elle peut être manuscrite. Et puis je crois que tout le monde doit comprendre que dans cette crise sans précédent qui touche le monde entier, puisque maintenant quasiment tous les pays sont impactés, certes cela peut être contraignant de devoir faire ces attestations, mais qu'elle repose d'abord sur la responsabilité individuelle. Donc le minimum, c'est quand même de remplir ces documents et de les présenter aux forces de l'ordre lors des contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'excès. Il y en a. Je le dis clairement, puisque nous faisons des contrôles. Il y a des personnes soit qui n'ont pas ces attestations, soit qui manifestement ne respectent pas les consignes et les raisons pour lesquelles on peut se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on va vraisemblablement durcir dans les jours qui viennent ces mesures, parce que, je le répète, seule la mise en place des mesures barrières dans son environnement proche, ne pas saluer, se laver les mains régulièrement, enfin on les répète, mais je pense que vous les répétez vous aussi de votre côté. Et puis ce confinement sont vraiment une des raisons d'espérer de maîtriser vraiment la propagation de ce virus. Alors il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, et en particulier un qui nous annonce qu'il faut garder le ticket de caisse qui pourrait être demandé par les contrôles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fake news ? Non, ça ne fait pas partie en tout cas des consignes, mais je pense que dans l'échange qu'il peut y avoir entre les forces de l'ordre et les personnes dont je vous disais que certaines manifestement exagèrent, présenter son ticket de caisse ou son coupon de carte bleue pour expliquer qu'on est bien allé faire les courses ou montrer son sac de courses, je pense que ça fait partie des éléments qui peuvent être constitutifs du contrôle. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui... Voilà, 12h52, point avec le préfet. Avant de retrouver Philippe Oclo, le délégué des Antilles-Guyane pour Orange, une petite information qui vient de tomber. L'UGTG, dans un communiqué, parle d'une première victoire. Victoire pourquoi ? Parce que vous savez que hier, l'UGTG avait fait un référé liberté pour demander l'utilisation de ce qu'on appelle rapidement la chloroquine.
Et dans le communiqué qui vient de nous parvenir, l'UGTG dit que finalement, il y a un décret du 25 mars qui donne l'autorisation aux médecins de traiter les gens atteints du Covid-19 avec ce médicament. Et donc, pour l'UGTG, c'est une première victoire pour les médecins, pour les soignants et pour les gens qui seront atteints du Covid. Le combat continue, dit l'UGTG, pour la mise à disposition immédiate de ce traitement en Guadeloupe et pour le dépistage immédiat, le confinement et le traitement des personnes atteintes par le Covid. Voilà, c'était une information essentielle à vous donner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'il y avait une polémique autour de l'utilisation de ce médicament, de ce traitement, la chloroquine, que finalement, tous ces produits qu'on connaissait déjà, parce que le monde qui a voyagé en Guyane, en Afrique, avait déjà utilisé ce produit, mais désormais, il va être vendu sous contrôle, bien sûr, et utilisé par les médecins pour traiter la maladie. Philippe Proclor, le délégué général de Orange Caraïbes, est en direct avec nous. Philippe Proclor, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Yannick. Merci de répondre à nos questions. Alors, je pose la question, puisqu'il faut bien qu'on mette cet entretien dans un cadre. Quel est le pourcentage d'abonnés de la Guadeloupe ou de la Martinique chez Orange ? Alors, si je comprends bien votre question, aujourd'hui, on a un taux d'équipement sur la Guadeloupe et la Martinique qui est quasiment égal, voire un peu supérieur à la région parisienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quasiment 120% de la population qui est équipée d'un téléphone portable. Si votre question, c'est de savoir quel est le pourcentage de clients Orange sur la totalité, on est globalement à 50%. 50%, vous êtes toujours numéro 1 ? On est toujours numéro 1 et très fiers de l'être et on remercie nos clients d'être là. Et donc, comme dans la circonstance actuelle, Free ne va pas arriver ces jours-ci. Alors, en cette période qui est différente de la période cyclonique, au niveau de la consommation en téléphone, non pas seulement en portable, mais seulement en appel téléphonique, est-ce qu'il y a une augmentation importante ? Alors bien entendu, vu que aujourd'hui l'ensemble de nos concitoyens sont chez eux, ou en télétravail, ou les deux. Bien entendu, on se trouve avec une augmentation des usages. Alors principalement, ce qu'on a constaté depuis lundi dernier, on a une augmentation, on a multiplié par 2 à peu près le trafic de la voix, c'est-à-dire les appels téléphoniques, à la fois sur le portable, mais aussi sur le téléphone fixe. Et ce qui est amusant aussi, ce qu'on remarque également, c'est que bien entendu, on a une augmentation des usages en data, ce qu'on appelle l'Internet mobile ou l'Internet fixe. Et parce que tout le monde aujourd'hui soit travaille depuis chez lui, les enfants travaillent depuis la maison, ou alors consultent des contenus sur des plateformes vidéo ou autres, qui fait que donc on a une augmentation des usages data. Est-ce que Orange a la capacité de maintenir ce haut niveau de consommation ? Alors, ce qu'on remarque, déjà la première chose qui est importante, je le rappelle, et c'est vrai qu'on en est assez fiers, mais c'est important de le rappeler, nous sommes aujourd'hui le réseau numéro 1 en ce qui concerne le téléphone mobile sur les Antilles-Guyane. Pourquoi est-ce qu'on est numéro 1 ? C'est qu'on a fait des investissements depuis plusieurs années. Je vois sur ces 2 dernières années, ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été investis sur les réseaux. Et aujourd'hui, on a quand même aussi le retour de cela, c'est-à-dire que nos réseaux aujourd'hui sont en capacité de tenir le choc sur un usage qui va être plus important. Alors, sur la durée, aussi, mais je parle de la durée aussi, Philippe. On est bien d'accord, on est bien d'accord, et c'est pour ça que je vous disais, ce qu'on remarque quand même, c'est que même si aujourd'hui beaucoup de gens font du télétravail depuis chez eux, ça n'a pas une augmentation, une incidence aussi importante sur les réseaux, parce qu'en règle générale, quand on fait du télétravail de chez soi, c'est soit de la communication, soit du mail, soit du transfert du fichier. Donc ça ne demande pas des capacités énormes. Tout à fait. Alors, néanmoins, on a remarqué une augmentation de la data qui est à peu près multipliée par 5, si on regarde les réseaux WhatsApp par exemple, ou alors sur les autres plateformes. On a un usage multiplié justement. Alors, qu'est-ce qui est le plus utilisé en ce moment, le net ou le pourtable ? Je veux dire, le téléphone ou l'Internet ? J'ai envie de répondre les deux, mon capitaine. Non, pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, on utilise tous nos téléphones portables ou nos tablettes. Alors, téléphone portable et tablette pour téléphoner, bien sûr, mais bien souvent, on téléphone via de la visioconférence, ou alors on fait des messages audio via du WhatsApp, par exemple, ou d'autres messageries, mais ça, c'est de l'Internet mobile. Tout ça, c'est de l'Internet. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une très forte explosion, et je vous l'ai dit tout à l'heure, à multiplier par 5 des usages de ces plateformes. Alors, je me souviens, il y a quelque temps, vous nous disiez que la voix était moins utilisée, que le SMS avait pris le pas. Aujourd'hui, on en arrive à quoi ?
Aujourd'hui, le SMS, il n'est pas mort, mais il continue à être utilisé. Mais aujourd'hui, comme on le voyait à l'instant, c'est bien les usages data qui sont plébiscités. On l'a vu d'ailleurs pendant les dernières fêtes de fin d'année. Bien souvent, les gens ont envoyé un peu de SMS, mais on fait beaucoup de plateformes, beaucoup d'envois de messagerie instantanée. Donc, on en a aujourd'hui l'expression. Alors, question pratique, comment travaillent les boutiques Orange en ce moment? Alors, pour respecter les problématiques de confinement, aujourd'hui, nos boutiques sont fermées. Nos clients ont la possibilité de nous joindre, soit sur les centres d'appel téléphoniques. On leur demandera simplement d'être un peu plus indulgents parce que, bien entendu, nous avons des collaborateurs qui sont en télétravail ou qui sont moins nombreux. Et donc, on répond un peu plus difficilement. On répond. Et puis, sur la... Alors, attendez voir, le sens de votre question, c'était quoi? Je me demandais comment travaillent les boutiques Orange en ce moment. Voilà, j'ai retrouvé, merci d'avoir posé la question. Donc après, sur les problématiques de boutique, nos clients aujourd'hui peuvent nous joindre et passer leurs commandes s'ils en ont besoin via Internet. On a une plateforme sur orange.fr où vous pouvez passer vos commandes, soit de téléphone mobile ou de commander une ligne via Internet. Ça veut dire que si j'ai un bug sur mon portable aujourd'hui, je vais directement sur l'Internet si l'Internet fonctionne. Alors l'Internet, aujourd'hui, je vous le confirme, il continue à fonctionner. Si vous avez un bug sur votre téléphone portable, là c'est autre chose. C'est plutôt une problématique de SAV. SAV, j'y arrive. Voilà, problématique de SAV. Ça, aujourd'hui, du SAV, ça se fait encore en physique. Aujourd'hui, hélas, il va falloir patienter parce que je ne suis pas certain que tous les réparateurs soient ouverts. Alors, autre chose, ça c'est de façon générale, est-ce que le téléphone filaire aujourd'hui existe encore de façon, je veux dire, importante? Oui, le téléphone filaire, la preuve en est, c'est que ça va être... bien souvent, le téléphone filaire est principalement la ligne support de l'Internet. Donc, pour cette raison-là, le téléphone filaire continue à exister. Et puis, vous avez des gens qui, aujourd'hui encore, utilisent leur téléphone fixe à la maison pour pouvoir continuer à téléphoner. Donc, rassurons-nous, le téléphone filaire a encore de belles années devant lui. D'accord. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui que la Chine est dans cette situation, le nombre de portables entrés en Guadeloupe a diminué. Le nom de téléphone portable... non, pas forcément. Pourquoi la vente. Ça? Mais non, mais si la production... Parce qu'on sait très bien qu'Apple se fait en Chine. Ce qui se passe en ce moment, les Chinois viennent tout juste de faire redémarrer leur production. Les usines. Oui, leur usine. Voilà, c'est la question. Non, alors on a quand même l'habitude de fonctionner avec ce qu'on appelle des flux, avec des stocks et des flux tendus. Aujourd'hui, on a des stocks qui sont en acheminement. Le seul problème qu'on peut avoir, parce qu'on commence à avoir quelques ruptures de stock, c'est vrai, c'est que ces stocks sont pour l'instant à Orly, ou dans les aéroports parisiens. Le problème est que nos marchandises ne sont pas prioritaires versus l'alimentaire ou des médicaments, par exemple, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Alors, pour qu'on comprenne très bien, vous le savez, Philippe, les réseaux sociaux sont très utilisés en Guadeloupe. C'est un manque à gagner pour vous par rapport aux appels qu'on appelle par WhatsApp ou par Telegram. Ça passe pas directement par Orange maintenant? Alors, ça continue à passer par Orange parce que ça passe par nos tuyaux. Et aujourd'hui, les clients sont facturés sur la data. Donc, il y a des forfaits, il y a plusieurs, je ne vais pas reprendre le détail ici, mais il y a plusieurs forfaits Godet Data qui leur donnent la possibilité d'avoir de l'Internet. Et ceci bien avant la crise. Donc, aujourd'hui, les gens sont habitués à gérer ça. S'ils ont besoin, parce qu'ils ont une... Moi, ce que je leur conseille de toutes les manières, c'est que dans la mesure du possible, qu'ils utilisent, quand ils sont à leur domicile, le Wi-Fi. Comme ça leur permet de limiter leur utilisation de data mobile et ça leur permet, lorsqu'ils sortent pour faire des courses ou autres, d'utiliser à ce moment-là leur data mobile. Il y a eu, depuis quelques années quand même, une explosion de l'utilisation des réseaux sociaux. Ça a impacté sur Orange globalement? Ce qu'on a constaté effectivement, c'est qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'intervention, c'est qu'on a un usage de ce qu'on appelle la data mobile qui est multiplié quasiment par 2 chaque année, voire 2,5. Ce qui a impliqué aussi, et je vous le disais tout à l'heure, qu'on a fait de gros investissements sur nos réseaux, justement pour permettre d'encaisser et d'absorber justement ce trafic data. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nos réseaux tiennent globalement bien. On constate qu'aujourd'hui, tous les Guadeloupéens sont chez eux et font du télétravail depuis leur domicile. On constate qu'on a une charge de réseau comme si, par exemple, nous avions un gros match de football ou alors lors, par exemple, de la distribution de la vision de séries telles que Game of Thrones, où il y a eu des pics
de consultation. Là, aujourd'hui, on a effectivement ce pic qui est à peu près régulier, qui est à peu près stabilisé. On fait tout le nécessaire et toutes nos équipes sont évidemment mobilisées sur le terrain et en supervision pour assurer que vous dites sur le terrain, Philippe, vous dites sur le terrain, vraiment ? Ah oui, je dis sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont équipées et qui peuvent travailler sur le terrain lorsqu'il y a un problème sur le réseau. Aujourd'hui, les seules interventions que nous ne faisons pas encore et qui vont commencer dans les prochains jours, ce sont les interventions chez les clients. Parce que nous attendions que nos techniciens soient équipés en EPI, c'est-à-dire en équipement de protection individuelle, les masques et les gants, pour pouvoir intervenir chez les clients en dessous de sécurité, à la fois pour les clients, mais aussi pour eux-mêmes. Alors, c'est la dernière question. Habituellement, dans les périodes cycloniques et autres, Orange fait des gestes commerciaux. Dans cette situation actuelle, rien n'est prévu ? Alors aujourd'hui, on a commencé à faire des gestes avec le rectorat et l'université pour que les étudiants et les jeunes qui ont besoin de travailler puissent avoir accès à certaines plateformes de formation et de cours gratuitement. Donc ça, on le fait, ce qui va soulager un peu les parents également. Oui. Il y aura peut-être d'autres gestes qui arriveront, mais pour le moment, c'est ce que nous faisons. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je viens d'avoir le président du MEDEF, je vais parler de Bruno Blandin, qui disait que la situation risque d'être difficile pour les entreprises. Des entreprises risquent de fermer demain. Ça signifie des abonnements d'en moins. Tout à fait, mais on va regarder comment la situation va évoluer. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que, et ça c'est Stéphane Richard qui l'a annoncé, je crois, hier ou avant-hier, lors d'une interview au niveau national, on ne va pas couper les lignes, on ne va pas suspendre les lignes. Les processus de recouvrement, bien entendu, continueront à se faire. On va relancer les clients, mais il n'y aura pas de coupure de ligne pendant la période de confinement. C'est une bonne nouvelle. Merci Philippe. Plus de bons films sur orange.fr. Écoutez, on a toujours de très bons catalogues, donc ils vont continuer à être utilisés. Voilà. Merci Philippe. Merci à vous. 13h04 dans le ZCL News. On prend une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va retrouver M. Marc Rocher, c'est le PDG, le président directeur général de Air Caraïbes. Là aussi, il y a quelques soucis. On va en parler avec eux. Restez avec nous, pas débranchés, nous et les autres. Voilà, il est 13h11. Dans un instant, nous allons entrer en contact avec Marc Rocher. Marc Rocher, c'est le président directeur général de Air Caraïbes. Air Caraïbes qui est un peu perturbé puisque les vols vont être suspendus pour la régionale, ce qu'on appelle la régionale Guadeloupe-Martinique. Mais la compagnie essaie d'assurer un maximum. Alors, Monsieur Rocher, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une situation un petit peu particulière pour votre compagnie. C'est bien la première fois que vous vous trouvez dans cette situation. Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui a déjà changé pour Air Caraïbes ? C'est une situation très particulière pour Air Caraïbes, pour French Bee, mais pour tout le transport aérien mondial. C'est une crise qui n'a jamais été connue, qui n'a jamais été, je parle bien sûr en temps de paix, traitée et préparée. Donc c'est un choc monumental qui s'abat sur notre activité, comme sur tous les métiers de service, les métiers du tourisme, et nous essayons d'y faire face. Aujourd'hui, Air Caraïbes continue d'assurer des liaisons vers la Martinique et la Guadeloupe. Nous sommes en réduction, tout simplement parce qu'il y a moins de passagers, beaucoup moins, parce que nous avons des problèmes opérationnels, parce que nous avons aussi cette constante chez nous qui est très forte, comme dans tous les opérateurs aériens, de protéger la sécurité des vols et de nos clients, et de nos équipages. Donc on est en train de gérer ça. On va s'arrêter parce que l'aéroport d'Orly va fermer la semaine prochaine, mardi. Donc progressivement, on met la compagnie en sommeil. Alors déjà, pour Haïti, la République dominicaine, c'est fermé. Fermé pour la République dominicaine. Nous avons aussi cessé nos opérations sur Punta Cana, sur Cuba. Oui. Nous avons cessé nos dessertes avec French Bee de Tahiti. Nous volons encore sur l'île de la Réunion, mais on voit bien que tout ça est en train de se réduire et effectivement, d'autres opérateurs qui sont à nos côtés viennent de s'arrêter. Donc nous aussi, nous allons nous mettre en sommeil. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les vols régionaux continuent, mais j'ai une information disant qu'entre Guadeloupe et Martinique, à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de vols. Est-ce que vous confirmez ? Effectivement, on est également en train d'arrêter les dessertes régionales pour les mêmes raisons. À la fois peu de clients et les politiques passant le message permanent du rester chez soi que nous respectons, évidemment, ça a un impact lourd sur le trafic aérien. Des conditions d'exploitation difficiles, des règlements différents et encore une fois, au-dessus de tout ça,
la priorité absolue d'assurer la sécurité de nos vols. Donc, on est en train d'arrêter le réseau régional. J'ai compris que l'État allait demander à des opérateurs qui ont des petits avions d'assurer quelques liaisons à caractère de continuité de la desserte, de les financer, parce que tout ça, évidemment, n'a plus de sens sur le plan économique. Oui. Bien entendu, nous accompagnerons ce mouvement et nous restons en alerte. Air Caraïbes garde ses ressources opérationnelles. S'il faut déclencher des vols particuliers, nous le ferons. Mais alors, vous dites que Orly 4, qui est la base, on peut dire, du transport aérien entre les Antilles et la France, risque de fermer. Comment les Guadeloupéens ou les Martiniquais qui voudraient rentrer en France pour des raisons professionnelles ou autres, ou l'inverse, feront-ils alors par Air Caraïbes? Alors, deux choses. D'abord, c'est pas Orly 4 ou Orly 3, c'est tout Orly qui ferme. Tout Orly. Non, mais j'ai dit Orly 4. C'est l'extinction des feux à Orly. Oui, donc, bien sûr. Des desserts d'Orly. Il restera probablement des vols d'Air France sur Roissy. Nous n'avons pas d'opération à Roissy et nous ne savons pas les monter. C'est pour ça aussi que nous mettons la compagnie en sommeil. On va dire à nos passagers, le mois d'avril, nous ne sommes pas présents, nous sommes encore à votre contact, nous vous écoutons et dès qu'on pourra redémarrer vite, nous le ferons. Mais il y a à constater que c'est toute l'économie qui s'arrête. Après, l'État peut décider d'assurer des vols de continuité territoriale et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on restait en alerte, qu'on restait disponible. S'il faut faire un vol, on appelle ça un rescue flight dans notre jargon, un vol de secours, nous le montrons et nous l'exécuterons. Alors, Marc Rocher, il y a eu une petite polémique il y a quelques jours, il y a 2 jours, sur des vols en direction de Tahiti avec arrêt à Fort-de-France, puis finalement en Guadeloupe. Alors, est-ce que ces vols, on peut considérer qu'ils portent un danger du point de vue de la sécurité sanitaire? Non, pas du tout. Vous savez, l'aérien, c'est un milieu de passion, c'est un milieu de rêve, c'est celui du voyage et du rapprochement des populations. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des jugements là-dessus. Tout le monde s'estime compétent et il y a beaucoup de fake news. On a fait un seul vol parce que nous avons été confrontés brutalement à l'arrêt de nos opérations à San Francisco, puisque le président des États-Unis, M. Trump, a pris une décision qui s'est appliquée le lendemain, qui ne nous permettait plus de faire escale à San Francisco. Bon, il y en a qui ont imaginé, et nous aussi on a regardé une desserte par le Canada, c'était pas possible. Bon, on a pris pointe-à-pitre parce que Air Caraïbes y est présente. On est arrivé avec un avion, personne, à part l'équipage, aucun passager n'est descendu. On a refuelé, on est reparti vers Tahiti. Et dans l'autre sens, comme on venait très peu chargé, au contraire, cet avion a pris des passagers qui voulaient quitter la Guadeloupe et rentrer en métropole. Donc les normes d'Air Caraïbes et de French sont les mêmes. La sécurité sanitaire à bord des avions, ce sont des A350, les avions les plus modernes qui soient. L'air à bord d'un A350, c'est plus filtré que dans un milieu hospitalier. Donc voilà ce que nous avons fait. On l'a fait qu'une fois. Oui. Et un nouvel arrêté étant intervenu le 21 mars, on a volé le 15 et le 16, et nous avons arrêté ces opérations également. Bon, c'était une fake news, donc il fallait quand même éclaircir la chose. Alors, d'une manière générale, la flotte d'Air Caraïbes se trouve où basée maintenant? Sous les aéroports des Antilles ou en France? Alors, nos avions régionaux restent bien entendu aux Antilles. On n'a pas encore formalisé l'arrêt de tous nos longs courriers. Oui. Et ceux qui sont déjà arrêtés, puisque comme vous l'avez dit, on a arrêté beaucoup de desserts, sont soit gardés à Orly, parce qu'on pense qu'il y aura la possibilité, s'il fallait, de décoller au moins un avion. Les autres sont partis être parqués, stockés dans différents endroits, parce que toutes les compagnies abattent tous leurs vols, donc les places de parking deviennent rares. Oui. J'ai un avion à Châteauroux, j'ai un avion à Perpignan, j'ai un avion à Lourdes, parce qu'il y a un centre industriel. On a mis nos avions là où on pouvait les entretenir, parce qu'un avion, même parqué, ça doit être entretenu tous les jours, ou toutes les semaines en tout cas. Alors, il faut que j'aborde avec vous quand même la question sociale. Qu'en est-il des salariés, des travailleurs d'Air Caraïbes dans cette période difficile? Alors d'abord, l'entreprise avait la réputation d'être solide, d'être financièrement très saine, d'avoir l'appui du groupe Dubreuil, qui est oui. Bien entendu le propriétaire des compagnies Air Caraïbes et French Bee, et tout ça, c'est un ensemble absolument solide. Donc ce que nous disons à nos personnels, c'est que nous allons traverser cette crise. Bien sûr qu'elle ne va pas être indolore.
il y aura des conséquences, mais nous voulons garder tout le monde parce que nous voulons redécoller. Donc tout le monde va garder son emploi et on va appliquer les mesures de suspension provisoire des activités telles que proposées et signées maintenant par le Parlement. Donc d'abord des congés, 6 jours à tout le monde, ça me semble une contribution assez faible et ça permet aussi à tous ces salariés de garder leur salaire, puisque quand vous êtes en congé, chacun sait qu'on garde son salaire. Oui. Et puis on va appliquer après des mesures de chômage partiel. Bon, on se prépare surtout au rebond, c'est ce qui est le plus important. Mais oui, mais quand vous dites chômage partiel, ce sera à partir de quand à la fin du mois, les salaires seront garantis, à la fin du mois de mars, mais mois d'avril. Alors, je peux vous dire que les salaires de mars, nous avons déjà préparé ces salaires et que les ordres de virement vont partir d'abord demain pour être exécutés avant la fin du mois. Les salaires de mars sont totalement payés. Nous garantissons sans aucun problème les salaires de d'avril, mai et juin. Nous allons par exemple payer, alors avec un petit décalage, mais les primes de participation et d'intéressement, nous allons les payer fin juin, ce qui veut dire que l'entreprise a des ressources pour assumer ses responsabilités. On veut garder notre corps social, on va appliquer les règles générales. Je veux dire, s'il n'y a pas d'avion, pas de vol, je suis bien obligé de mettre les gens en chômage partiel. Le chômage partiel pour 90% de la population, c'est quand même 84% du salaire net. C'est une contribution importante. Et c'est bien entendu ce que nous allons faire et que nous assumons. Et nous avons les moyens de traverser cette période, encore une fois. Vous avez à peu près quoi, 1300 salariés, c'est ça? 1500 dans tout le groupe aérien, c'est-à-dire Air Caraïbes, c'est-à-dire Air Caraïbes Atlantique, le vecteur long courrier, c'est French Bee, c'est une société qui s'appelle la Ivan Cargo, puis une société de maintenance qui s'appelle Aigo à Orly, dans laquelle nous sommes co-actionnaires avec Air France. Alors, donc, c'est la dernière question que je vais vous poser. On imagine que cette crise peut durer au minimum 2 ou 3 mois, mais si cela excède jusqu'au mois de juillet, août, vous avez pensé au rebond? Nous pensons, alors aujourd'hui, nous pensons d'abord à un atterrissage, comme je l'ai dit, en sommeil le plus sûr possible pour nos clients, pour nos personnels. Je ramène tous les navigants à leur base. Ça, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer à y réfléchir au rebond. Nous, on le voit plutôt vers mi-juin, parce qu'on pense que, d'abord, et nous l'espérons, la France aura traversé la crise sanitaire. Et puis, on sait que l'été, il y a quand même des besoins, je dirais, quel que soit l'état de l'économie, il y a des besoins de voyage pour les Antillais, pour les métropolitains, pour de la famille aux Antilles. Il faudra se déplacer. Ça sera sans doute pas une grande saison d'été, mais nous serons présents. Bien. Marc Rochet, on vous remercie de cette intervention. Et bon courage à tous et que chacun prenne les mesures barrières dont on parle tant et qui sont efficaces. C'est ce que nous disons à tous nos clients et à tous nos personnels. Eh bien, j'espère qu'ils vous ont entendu. Ils étaient tous branchés, j'en suis ce midi. Ils nous écoutent, je crois. Dans notre émission. Merci, Marc Rochet. Au revoir, monsieur. Au revoir, M. Marc Rochet. On va tout de suite continuer à dérouler l'information. Il est 13h22. Et là, distribution de masques, il en faut. On a vu il y a un petit peu en direct ce qui se passait. On revient sur cette distribution de masques. Vous savez, le président de région, la présidente du conseil général n'ont pas cessé de réclamer près de 100 000 masques. Nous ne pouvons pas arriver à 100 000, ni masques, mais c'est masques à carnaval. Mais ceux-là, on les connaît. Mais la distribution des masques, c'était hier. Regardez un peu ce reportage. Mesdames, je profite pour vous remettre chacune quand même une boîte de masques. Merci. Une boîte de masques. Prenez une boîte chaque personne. Merci, c'est gentil. Non, donnez à madame, une boîte par personne. Donnez à madame, donnez à madame, donnez à madame. Mais j'ai tenu quand même à remettre à chaque infirmière présente, parce qu'il n'y a que des infirmières, une boîte de 50 masques. Et moi-même, j'ai mis mon masque. Un médecin m'a dit de le mettre, je l'ai mis. Hein. Donc j'écoute le médecin, voilà. Mais c'est bien, c'est près de 4000 masques que nous avons aujourd'hui livrés, des gants, des blouses, des charlottes, des solutions hydroalcooliques que nous avons collectées dans tous les lycées, en collaboration avec les professeurs de lycée que je tiens à féliciter, pour pouvoir accompagner ces personnes. Nous avons commandé 200 000 masques, hein, c'est la solidarité comme je le dis. Hein. Nous savons être solidaires quand il le faut, c'est une crise, c'est une guerre avec un ennemi que nous ne voyons pas. Nous devons être solidaires, solidaires au CHU, solidaires au département, solidaires aux EPCI, solidaires à la population. On parle souvent effectivement
de personnel soignant, mais nous avons aussi les gendarmes, les policiers, les pompiers qui vont sur le terrain, qu'il faut aussi accompagner parce à avoir des masques, à avoir des gants. Il y a des contrôles qui se font. Il y a aussi du personnel dans les collectivités qui travaillent, des éboueurs, toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnes à accompagner. C'est pour cette raison que nous avons commandé ces 200 000 masques. Et j'espère que d'ici 3-4 jours, nous pourrons les avoir. Nous savons que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'avion, mais nous essayons de faire le maximum pour faire entrer en Guadeloupe ces masques rapidement. J'ai même aussi, et Mme Borel et moi, nous avons écrit au Premier ministre de manière à mettre en place des masques, des appareils de respiration pour le CHU. J'ai envoyé des messages aussi pour pouvoir demander à ce qu'il y ait des appareils, une vingtaine d'appareils de respiration pour le CHU, car il semblerait qu'il y a plus d'une dizaine de jeunes de moins de 40 ans qui sont au CHU. Donc on aura besoin de ce matériel pour pouvoir soigner les Guadeloupéens. On essaie de pousser de notre côté, je sais que les parlementaires essaient de pousser, donc on essaie de faire le maximum. Il ne faut pas quand même oublier que nous sommes très éloignés de la France, que nous avons eu, à mon avis, un apport de virus par tous ces bateaux de croisière qui sont venus récemment en Guadeloupe, et que le pire est derrière nous. Donc je pense que nous serons sur le terrain, nous allons pouvoir aider les malades, parce qu'en dehors des malades qui sont étiquetés Covid-19, nous sommes encore tous les jours obligés de soigner les malades habituels. Donc ça nous fait un travail supplémentaire et nous nous préparons, nous nous organisons de manière à ce que nous puissions être à la hauteur pour pouvoir aider les patients comme nous le faisions depuis fort longtemps et tous les jours. Mais non, non, pas la possibilité de nous faire dépister, comment, par quel moyen? Non, non, ce serait l'idéal, mais c'est pas, à mon avis, c'est même pas possible, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Comment on fera pour se faire dépister? C'est pas la règle. Il faut bien se rendre compte que si on pouvait se faire dépister, à mon avis, ce serait une très bonne chose. De manière à ce qu'on puisse, nous, être déjà un rempart pour pouvoir aller plus en avant des patients. Si un médecin est positif, il ne va pas se hasarder à aller soigner. Mais là, il ne sait même pas s'il est positif ou pas. Alors que depuis que l'infection a été nommée, nous sommes tous les jours au chevet des malades de manière à ce que nous puissions apporter ce qu'ils nous demandent, quoi. Et ce que la vie nous demande, parce qu'il faut absolument que nous puissions faire le nécessaire pour soigner les malades en Guadeloupe. C'est une bouffée d'oxygène pour la profession, parce que tous les jours, les collègues sont confrontés à un vrai dilemme, comment faire pour travailler. Parce qu'on n'a pas de protection, tous les jours on voit les patients, et les patients même, quand ils nous voient arriver sans masque, sont traumatisés, ils ont peur. Ou pareil, point à l'autre la portée pour nous. C'est ça leur réflexion. Et sous ça, vous ne n'est pas venu. C'est ça la réflexion. Alors, est-ce que nous savons? Mais non, tout le monde ne pas testé, nous ne savons pas. C'est tous les jours qu'on va découvrir, qu'on sait que c'est Montetini, mais à mon cas, à chaque côté, on ne pas savent. Alors c'est pour ça que c'est important, c'est pour nous rassurer nous et pour rassurer notre patientèle qui est couchée dans un lit déjà affaibli, diminué, psychologiquement pour les rassurer, qu'on fait attention à eux, de ne pas leur transmettre cette pathologie qui... Voilà, il est 13h27, on va entrer en contact avec Raoul Lebrave, directeur de l'ADO. Mais avant, je voulais vous dire, demain exceptionnellement, nous aurons un bon petit programme musical puisque nous avons demandé à des interprètes, des musiciens guadeloupéens, Dominique Coco, Missé Sadik, Winnie Karona, mais aussi notre ami Jean-Max Mirval, de Bando Antifos musicalement. On va écouter ça demain dans une édition un petit peu spéciale pour le 13h28 et on part en direction de M. Raoul Lebrave qui est le directeur de l'ADOM. Raoul Lebrave, bonjour. Est-ce qu'il est en ligne? Oui. Raoul Lebrave? Il ne réagit pas pour l'instant. Orange nous a dit que le téléphone fonctionne bien, donc on veut bien le croire, qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas de bug pour l'instant. Le réseau tient la route. Donc, Raoul Lebrave, alors je vais vous dire, c'est l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Alors, autrefois, ça s'appelait Bimidom. Tout le monde a songé ça dans les années 60. C'était le moyen
faire partir des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Réunionnais de leur pays et de les envoyer en France. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est devenu l'agence de la mobilité outre-mer qui permet... Alors voilà, on a monsieur Lebrave. Bonjour. Oui, allô, bonjour, Danick. Alors, je disais que vous êtes à la direction de la DOM. Je rappelais que la DOM, c'est un petit peu le petit enfant du BUMIDOM. Bien vous sûr. Êtes oui. Bon, alors, au-delà de ça, je viens d'avoir le directeur, le PDG de Air Caraïbes qui disait que tous les vols d'Air Caraïbes vont être arrêtés. Et donc, ça veut dire que la mobilité de la DOM, elle est bloquée. Oui, exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la DOM, évidemment, opérateur du ministère des Outre-mer, utilise évidemment les moyens commerciaux de ces compagnies aériennes. Donc, oui. On est soumis, depuis l'annonce du président de la République, aux mêmes règles de confinement et d'empêcher donc les mobilités qui ne sont pas pour des motifs impérieux, que ce soit vers l'Hexagone ou de retour en Outre-mer. Et c'est vrai que là, ça nous fait prendre d'autres dispositions par rapport à certaines demandes de stagiaires ou d'étudiants qui auraient souhaité rentrer dans leur famille. Mais là, c'est très compliqué. Dans les deux sens. Oui, dans les deux sens. Vous aviez... l'agence est fermée jusqu'au 15 avril, aviez-vous prévu, mais j'ai comme l'impression que ça ira beaucoup plus loin que la fermeture. Ouais, écoutez, c'est une situation très honnêtement très exceptionnelle. On gère au quotidien avec un comité de crise qui se réunit tous les jours et on suit en même temps les évolutions qui sont données donc par les services de la préfecture en Guadeloupe, oui. Dont le délégué en est le délégué territorial chez nous. Oui. Donc aujourd'hui, on a mis une première date butoir au 15 avril, sachant que nos salariés, nos agents sont en télétravail. Oui. Mais au vu de la situation, tout le mois d'avril risque d'être compromis. Et nous partons déjà sur une dimension du mois de mai. Oui. Avec des reports d'actions de formation, des reports de retour des étudiants en mobilité qui étaient partis en septembre. Ils sont plus de 2900 aujourd'hui. Oui. Donc l'idée, ce sera de mettre vraiment une vraie organisation pour savoir comment on opère et si, en même temps, on est tributaire, je le rappelle, des universités françaises. Si les cours ont lieu pendant les vacances et les grandes vacances, oui. Il faudra que la DOM, évidemment, à bout de chaîne, s'adapte à tout ça. Oui, ça va être très compliqué. Mais alors, ça veut dire que les étudiants guadeloupéens ou martiniquais qui étaient en France en ce moment, qui voulaient rentrer, ne sont pas rentrés ou ne sont pas encore rentrés? Alors, nous avons des étudiants qui sont entrés juste avant les annonces du président au 16 mars. Ils sont rentrés très rapidement. Ils ont eu la chance. Voilà, ils ont de la chance. Certains sont rentrés ensuite dans la semaine suivante. Oui. Mais depuis quelques jours, depuis l'annonce des motifs impérieux qui a été signalée, et éviter la propagation du virus, c'est bien ça notre souci. C'est que nous demandons donc aux étudiants et aux stagiaires de rester confinés dans les lieux où ils sont. Donc certains sont dans les courses, donc ils sont bien. Certains sont dans les centres AFPA de formation, là aussi ils sont protégés. Oui. Et les rares étudiants stagiaires qui ont eu des difficultés d'hébergement, par exemple, nous prenons le cas de l'IFCAS, ces étudiants, ces stagiaires, nous les avons rapatriés en Guadeloupe dans leur famille d'accueil. Et donc les parents ici ne vous inquiètent pas trop, ils ne sont pas trop inquiets par rapport à leurs enfants qui sont là-bas? Ah oui, bien évidemment. Évidemment, les parents sont très inquiets, mais comme je précise à certains parents, nous faisons rentrer là, par exemple, demain, une étudiante qui était dans une situation compliquée en termes de santé. Oui. Et là, il fallait bien que cette personne rentre, qui n'est pas liée au Covid d'ailleurs, donc voilà un motif impérieux. Et nous allons profiter donc des derniers vols des compagnies pour pouvoir faire cette jeune étudiante rentrer, puisqu'il s'agit là d'un cas de force majeure. Oui. Mais vous traitez au cas par cas, globalement, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Oui. C'est ça. Nous avons mis en place depuis 10 jours un service de télétravail avec des conseillers formation professionnelle et des conseillers d'agents donc d'orientation qui sont en train de gérer les 3 dispositifs, à savoir des portables sont mis sur le serveur de la DOM pour pouvoir répondre à toutes les questions, à toutes les demandes et surtout rassurer parce que très honnêtement aujourd'hui, je dis aux parents que ce n'est plus la peine de faire entrer leurs enfants, même si je comprends le stress que ça peut produire, mais c'est leur faire courir un risque supplémentaire plutôt que de rester confinés. Donc nous on incite beaucoup donc les étudiants à faire preuve de fraternité entre eux déjà quand ils sont dans les courses. Et donc ça va développer d'autres qualités, ça c'est très important. Ça c'est clair.
de rejoindre le mouvement associatif des jeunes outre-mer qui sont dans l'Hexagone. Et ensuite aux parents de plutôt rester en contact avec leurs étudiants, et dès lors que la situation va s'arranger, on va pouvoir faire rentrer des étudiants s'ils doivent rentrer, parce que je rappelle que les cours sont suspendus universitaires, mais maintenant nous sommes en télétravail et en télécours, et il n'est pas dit non plus que les cours ne soient pas maintenus en juillet, en août. Oui, mais alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est un problème matériel. Les étudiants qui étaient partis pour une période déterminée et qui avaient les moyens pour subsister pendant cette période-là, s'ils sont bloqués en France, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas, avec la ministre, les choses ont été très vite. L'ADOM a réagi très, très rapidement, puisqu'évidemment, nous étions impactés de facto par plus de 800 jeunes qui sont en formation professionnelle avec nous. Oui. Et donc, ces 800 jeunes, aujourd'hui, qui recevaient une rémunération de l'ADOM, et environ 250 qui sont portés par la région Guadeloupe à l'international, puisqu'il n'y a pas que l'Hexagone, il y a aussi l'international, des étudiants au Québec, dans la Caraïbe. Et je félicite d'ailleurs, donc c'est des régions qui ont réagi extrêmement vite aussi sur ce dossier. Nous allons maintenir, même s'ils terminent la formation au mois de mars, même s'ils terminent la formation au mois d'avril, nous allons maintenir leur rémunération telle qu'elle, sans rien modifier, jusqu'à la fin donc, du confinement et de la crise. Oui, enfin, monsieur Lebrave, quand vous dites jusqu'à la fin, parce que des spécialistes disent que ça peut durer un an, alors il faut être prudent sur jusqu'à la fin. Hein. Ah oui, non mais moi oui, tout à fait. Alors moi je suis un optimiste de nature, vous savez. Donc je considère qu'aujourd'hui, à un moment donné, les restrictions sur la mobilité vont se lever. Oui. Et sitôt que cette restriction sur la mobilité va être levée pour permettre donc aux populations de commencer à bouger, la priorité sera donnée donc à nos stagiaires qui ont terminé leur formation qualifiante, par exemple, pour revenir trouver des postes en Guadeloupe pour pouvoir aider ce pays à se reconstruire, puisque nous sommes dans la crise actuellement, mais il va y avoir un après Covid-19. Il faut qu'on soit prêt à relever le challenge et le défi en Guadeloupe. On l'espère. Alors, est-ce qu'il y a un numéro d'appel ou si les parents qui nous écoutent aujourd'hui veulent avoir des précisions, comment ça se passe concrètement? Alors, nous avons fait un système très simple. Nous avons laissé le numéro, le standard téléphonique de l'ADOM, le 05 90 25 31 00, à disposition de tous. Et quand ils arrivent sur la plateforme, ça les oriente sur les deux grands dispositifs que nous avons, à savoir 3 portables qui répondent en permanence pour les étudiants, qui sont partis avec le passeport mobilité études, et 3 portables qui répondent pour la formation professionnelle en mobilité. Donc on a 6 agents qui sont mobilisés 24 sur 24 pour pouvoir leur apporter les réponses et surtout les rassurer. Alors, en parlant de rassurer, c'est juste une avant-dernière question. Dites-nous bien que la DOM n'exporte plus les jeunes Guadeloupéens, ils peuvent revenir d'une manière générale, en dehors de la crise. Oui, le sujet est important. La DOM, bien sûr, est dans la lignée de ce qu'a pu être Bimidom ou l'ANT. Mais la DOM est tout autre. C'est vraiment un organisme d'État aujourd'hui et qui participe aux côtés donc, de la politique régionale mise en place d'un complément de formation et de besoins en compétences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les opérateurs qui tournent autour de la région Guadeloupe, qui est maître d'œuvre en la matière, va définir ses priorités. Nous, la DOM, on va venir en complément pour leur proposer des actions et des plateaux techniques qui n'existeraient pas dans les départements. Et vous savez aujourd'hui, donc, la rémunération, donc, elle permet donc à nos Guadeloupéens donc de se former sur des formations qui n'existent pas, mais en même temps, ils ont la possibilité donc d'avoir leur billet d'avion qui est maintenu non plus maintenant à 2 ans, qui a été élargi jusqu'à 5 ans. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'un étudiant, un stagiaire qui a fait une formation qualifiante en métropole, au lieu de retourner tout de suite dans son département, veut se qualifier et veut avoir de l'expérience, va rester 2-3 années pour se confronter aux autres et à l'international, et ensuite revenir dans son pays d'origine pour travailler 5 ans après. Donc là, c'est quelque chose quand même qui est valable, mais sachant que quand on part avec la DOM, le billet retour est toujours assuré. Donc il n'y a pas de fuite de cerveau, il n'y a pas de fuite de cerveau. Non, vous savez, c'est un discours qui est très philosophique pour certains et très partisan pour d'autres. Maintenant, je dis que le jour où on voudra vraiment parler carte sur table, on va s'asseoir autour d'une table en parlant chiffres. Aujourd'hui, 2900 étudiants partent de la Guadeloupe pour faire des formations qui n'existent pas dans le territoire, qui n'existent pas, je m'entends. Et ces 2900 reviennent au mois de juillet. Alors le jour où toutes les entreprises de Guadeloupe veulent les recruter,
on fait un job dating au mois de juillet quand ils reviennent et ils ne repartent plus, ils vont rester dans le pays. Dernière question, là c'est bon, une question peut-être qui va faire sourire. La DOM va changer de logo, vous pensez, ou changer de dénomination? Alors, pourquoi? L'agence d'outre-mer pour l'immobilité en ce moment. Oui, non, mais le problème, c'est qu'on n'est pas immobile parce que, vous savez, cette crise, elle doit passer. Oui, on doit se serrer les coudes, on doit passer. Et puis, je dirais même, j'ai envie de vous dire plus que ça. Aujourd'hui, la DOM, je prépare donc mes équipes et lorsqu'on est au CODI, en comité de direction nationale, on est très, très conscient qu'aujourd'hui, vu la configuration économique des petites entreprises et des moyennes entreprises en Guadeloupe, la DOM va être une bouffée d'oxygène pour pouvoir permettre de reprendre du souffle dans ce département et soulager les entreprises pour pouvoir faire former donc ces jeunes-là qui seraient en attente de travail. Parce que on va avoir quelques séquelles à la fin de cette crise et il faudra être fort pour pouvoir relever. Et il faut dire que l'international risque de nous aider à ce moment-là. Bravo, on vous remercie. On fera peut-être un point avec vous après le 15 avril, savoir aussi les choses, si vous ouvrez ou si vous ouvrez pas. De toute manière, vous suivez comme nous l'actualité et la pandémie. Et on rappelle que nous ne sommes pas encore dans le pic. Hein. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Voilà, 13h40 dans le ZCL. On se dirige vers Sainte-Anne. D'abord une pub. Oui, on prend la... Oui, c'est vrai, 13h40. On prend la pause publicitaire normalement, puisque quand il y a des télévisions, on ne peut pas marcher sans publicité. Et on se retrouve tout à l'heure pour partir à Sainte-Anne. Alors, je le rappelle, les 13h44, nous avons demandé aux ZCL News et ZCL Events à des artistes guadeloupéens de nous faire un petit son, comme ça, parce que il y a Kazayo, il y a là, devant piano, devant guitare là, devant goukala, de faire un petit son, de nous l'envoyer. Alors, on a déjà reçu quelques-uns, ça dit que c'est arrivé, Dominique Coco c'est arrivé, Jean-Max Mionval aussi, Winnie Carona aussi, on a encore 2 ou 3 autres. Et demain, nous faisons une édition spéciale, comme ça, nous pouvons décompresser ces points. Mais tout à l'heure, on va rejoindre monsieur Spéronel, psychologue, je le rappelle. Mais en attendant, on part à Sainte-Anne pour voir un peu comment ça se passe pour les points d'eau, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de points d'eau qui ont été ouverts à Sainte-Anne et à Capesterre. Reportage tout de suite vers Sainte-Anne. Concernant la continuité et la stabilité de la distribution d'eau potable, nous savons, depuis tantôt, nous avons des difficultés de distribution. C'est vrai que cette pandémie aggrave les difficultés à cause du confinement. Donc nous avons adressé un courrier au préfet, quand je dis nous, département, région, avec les EPCI, notamment la CARL et la CNGT, pour faciliter cette continuité. Mais au niveau de la ville de Sainte-Anne, dès aujourd'hui, il y a 23 points d'eau que nous mettons à la disposition du public, notamment dans les écoles, parce qu'on avait déjà une vingtaine de citernes pour pouvoir pallier justement à ces difficultés de distribution d'eau que nous avions. Donc ils sont dans quasiment toutes les écoles, et notamment des points où il y a effectivement de l'eau potable, que ce soit au centre technico-opérationnel à Dupré, que ce soit à Modette, à l'école de Modette, ou encore à Fouché, de l'eau potable, ou encore à Riche-Plaine. Mais dans tous les points, de toutes les écoles de Sainte-Anne, il y a donc ces citernes où on peut venir s'alimenter en eau. Alors bien évidemment, s'il y a une coupure d'eau courante au niveau de la distribution, à un moment donné dans un secteur, évidemment les habitants, les Sainte-Annais, les Sainte-Annaises peuvent se rabattre auprès de la section qui est la plus proche, ou l'école qui est la plus proche. Par exemple, si il y aurait une difficulté, par exemple, à Modette, eh bien, il suffit de passer par la route de l'Érussie et on est à l'école de Fouché, des Hauteurs. Ou s'il y a une difficulté sur Saint-Protais, par exemple, on peut aller à l'école de Bélitain et vice-versa. Donc, je tiens à signaler véritablement, on a fait ce qu'il fallait pour que quasiment, dans toutes les écoles, il y a ces points d'eau. Il y a des endroits, il y a évidemment nos personnels de 8h jusqu'à midi et demi qui sont là pour pouvoir réguler parce qu'il faut respecter les consignes. Mais en plus de ça, avec l'aide de la communauté de l'agglomération qui verra du Levant, mais aussi de l'État, nous aurons 3 citernes qui seront installées. Une à Modette, notamment à Bas-Modette, vraiment là où il y a vraiment des coupures récurrentes. Une citerne qui sera aussi à Marly,
parce que là aussi il y a de gros problèmes. Et une troisième citerne qui sera à Fouché, près de l'école de Fouché, encore pour venir amplifier cette possibilité de s'approvisionner en eau. Donc sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, dans tous les points, il y a effectivement des réserves et des citernes pour faciliter l'approvisionnement en eau. Il y a des endroits où c'est de l'eau potable, mais d'autres aussi, ce n'est pas de l'eau potable, mais au moins pour nous permettre effectivement de faire face à cette pandémie, au moins se laver les mains, faire les gestes de barrage qui sont, je dirais, qui sont primordiaux. Évidemment, je ne saurais lancer un appel à l'ensemble de la population, aux Sainte-Annais et Sainte-Annaises. Restons confinés, car nous sommes dans une pandémie. Lorsque vous avez une personne qui est atteinte de cette pandémie, le coronavirus, c'est 27 personnes qui peuvent être atteintes. Donc c'est pour cela que nous disons, là aujourd'hui, c'est de rester confinés, respecter tous les gestes de barrage, respecter toutes les consignes de sécurité. Et plus nous allons respecter ces consignes, mieux nous allons sortir de cette crise et retrouver une vie normale. Je souhaite bon courage à tous et surtout à nos soignants. À nos soignants, effectivement, on ne se sera jamais assez d'idiots, mais si on pile, force et courage. Et évidemment, nous devons faire aussi appel à notre force spirituelle, notre force intérieure, notre force mentale. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important pour que nous puissions faire face à une difficulté, à une crise aujourd'hui, malheureusement, qui nous guette. Et nous ne sommes pas encore au pic de cette crise-là. Donc, soyons vigilants. Juste une petite information avant de rejoindre Raphaël Spéronel, psychologue, pour vous préciser qu'il y a 2 jours, nous avions interrogé l'ambassadeur de Cuba à Paris, s'agissant de savoir si des médecins cubains allaient pouvoir venir en Guadeloupe donner un coup de main. Pour l'instant, pas de réponse du gouvernement français. Les Cubains sont prêts. Par contre, les Cubains, ils sont arrivés en Haïti. 300 médecins infirmiers sont arrivés en Haïti depuis hier. Et ils sont à pied d'œuvre. Yucaiba, c'est Haïtien L'Enfance, parce que là-bas, vous savez, la situation est particulièrement difficile. On accueille comme dernier invité téléphonique aujourd'hui Raphaël Spéronel, qu'on verra et qu'on voit beaucoup sur les médias ces jours-ci. Raphaël, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les questions habituelles, on va vous les poser quand même. Comment un Guadeloupéen peut supporter chez lui le confinement? Qu'est-ce qu'il faire pour ne pas tête à pas péter? C'est vraiment la question centrale, à côté de tout ce que vous avez abordé, enfin, s'agissant des individus. Alors, il faut comprendre, c'est quoi un confinement? C'est l'espace et le temps qui sont coincés, qui sont bloqués, qui sont resserrés. Et l'espace et le temps, si vous voulez, ce sont des cadres structuraux et structurants à l'intérieur desquels se déroule la vie. L'espace et le temps, c'est comme les bords d'une armoire. Il y a une armoire, il y a des tiroirs, il y a des étagères, et puis on classe les choses dedans et on ne mélange pas les choses. Donc dans l'espace, on classe les expériences vécues, concrètes, et dans le temps, on classe la mémoire, on classe les souvenirs et des choses comme ça. Et ça nous permet de nous repérer, de nous situer par rapport au monde. C'est très très important, parce que c'est que l'homme qui a cette capacité-là. L'animal, l'espace et le temps, il s'en fout. La nature, elle s'en fout. Donc c'est très important. Et donc quand l'espace et le temps vont être confinés, contenus, c'est véritablement l'expérience humaine elle-même, l'expérience de vie, les façons de faire, les façons de procéder, les façons même de penser, qui vont être tout aussi comprimées et contraintes. Et donc ça va donner une pression psychologique considérable qui va se traduire par des montées d'angoisse, d'incertitude et d'anxiété dans un premier temps, qui vont déstabiliser l'individu. Je dis bien dans un premier temps. Si ça ne dure pas trop longtemps, disons pratiquement une semaine, ça peut aller. Mais parce qu'on est encore dans la zone de confort, même s'il y a quelques rébellions marginales, mais ça peut tenir. Mais si ça dure au-delà de ça, s'il y a un tournant qualitatif qu'il faut faire, et là c'est le cas dans lequel nous sommes maintenant en Guadeloupe, ça va être très très difficile parce qu'il faut sortir d'une contrainte externe sur laquelle tout le monde peut se rebeller à une contrainte volontaire sur le quant à soi pour bien comprendre que maintenant c'est aux individus de se prendre en charge et de s'occuper d'eux-mêmes. Et là, ça ne va pas être facile. Mais Raphaël Spéronel, il y a une autre problématique qui se profile, on va dire, à l'horizon, c'est la peur de mourir aussi. Ben c'est ça. Alors là, c'est quasiment tragico-comique. Parce que le schéma actuellement par rapport à la communication,
que ce soit dans la communication générale ou par les réseaux sociaux, c'est une communication qui est totalement paradoxale. D'un côté, c'est un drame total, et avec comme échéance à la clé le risque de mourir et de souffrir. Et de l'autre côté, il y a des blagues qui circulent, il y a une espèce de faconde très, 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 très libertaire bon. Et c'est ça la tragicomédie humaine. La tragicomédie humaine, c'est le fait qu'on rit et on pleure tout à la fois, sachant que tant qu'on rit, on est encore vivant. Donc il y a quelque chose de difficile, de paradoxal à gérer, effectivement. Alors, l'autre problématique, c'est la durée, parce que au départ, on avait parlé d'une quinzaine, après d'une quarantaine, et maintenant, on pense même mai, juin, on entend même jusqu'à juillet, puisque les Jeux Olympiques ont été annulés, les compétitions internationales de foot aussi, donc ça veut dire que c'est une situation qui risque de perdurer. Il y a deux risques majeurs par rapport à ce que vous dites. C'est qu'on passe d'une situation de crise, ça avait été expliqué par ailleurs, à une situation de catastrophe, parce qu'il faut être dans un état durable. Et la catastrophe, c'est la crise de tous les États. Et on ne sait pas du tout comment ça peut rebondir, ni dans quel sens. Et puis la troisième chose, par rapport aux individus, c'est que donc d'un côté, maintenant, on est en situation de stress, mais c'est encore gérable, mais on risque de rentrer en situation de détresse, qui est là une situation continue de perte des acquis, de perte des références. Et là on alimente quelque chose qui risque d'être très très lourd, très difficile à gérer, d'autant plus que l'environnement global, qu'il soit politique, qu'il soit économique, n'apporte pas de discours très favorables pour le maintien des personnes. Mais oui, puisque certaines personnes risquent de perdre leur emploi, par exemple. C'est la catastrophe. Je viens d'avoir le président du MEDEF qui disait que le mois d'avril va être, le mois de mars va être payé, le mois d'avril peut-être, le mois de mai, on sent très bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Là, psychologiquement, le gars qui a sa voiture à payer ou ses traites de maison... Avec une crise systémique, Danick, beaucoup plus importante. Alors, le problème, c'est que tout ça, ça va ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie, tout va ensemble. Donc, on va passer d'un premier niveau, qui est un niveau de la crise de l'interdépendance. Ça veut dire que tous les systèmes sont liés, sont connectés, et on risque d'avoir une théorie des dominos. Ça appartient à une catastrophe. Mais du côté humain, ce qui va être plus grave et que les Guadeloupéens doivent comprendre, c'est que nous, on n'est pas dans une relation d'interdépendance, on est dans une relation de codépendance. Ça veut dire, je te tiens, tu me tiens. Ma vie, ma survie dépend de toi, et toi, tu dépends de moi aussi. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne et les comportements qu'on doit avoir doivent être évolués, parce que ces comportements sont soit des comportements d'aliénation réciproque, et tout le monde prie en vital à ça, soit ce sont des comportements d'évolution qu'on prend, et je garantis à mon voisin, à travers les mesures, la restriction, le confinement, que je vais accepter volontairement, je lui garantis des choses que j'attends aussi de lui, de son côté, qu'il me garantisse. Donc, interdépendance au niveau économique et catastrophe à la clé, codépendance au niveau humain, tout le monde est condamné à être solidaire. Oui, un dernier mot, Raphaël. On imagine, bon, allez, on va prendre le cas où cette crise durerait 3 mois. Ça veut dire que ça risque même de changer l'attitude du Guadeloupéen, son mental? Alors, il faut absolument, quel que soit le temps de la crise, et peut-être on peut commencer à réfléchir maintenant, qu'on réfléchisse alors là profondément. Et là, c'est la question du positionnement par rapport à la vie. C'est philosophique, c'est psychologique. On est au-delà du matériel, on est au-delà de l'avoir, on est dans une dimension spirituelle, on est dans une dimension métaphysique. Dans quel monde nous nous sommes foutus? Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va prendre en responsabilité pour ne pas avoir à retourner les choses? J'ai déjà dit par ailleurs, il ne faut pas attendre sur le politique. Dès qu'il sera sorti de la crise, il va se débrouiller. Il y aura des règlements de compte, parce qu'il est chargé justement, le politique, de prévoir un peu tout ça. Il n'a rien prévu du tout. Et pour le cycle qu'il avait d'information, il n'y a eu absolument aucune mesure de précaution. L'économique, c'est clair qu'il va d'une manière ou d'une autre se réorganiser. Il va encaisser ses pertes. Il y aura des équilibres qui vont se faire au niveau du rattrapage et au niveau des banques. Donc, il va se sortir encore. Reste la population. Si c'est pour remettre, Danick, dans les mêmes conditions de vie, d'inconscience, je sais pas, de consommation addictive, des choses en place, il n'y a pas de problème, on n'aura rien engrangé de cette crise, là, et on va reproduire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas quoi, le même phénomène qui va nous tomber dessus, puisque ce phénomène-là, c'est un dommage collatéral de la mondialisation. Donc il y a une grande réflexion à avoir, et un engagement profond,
citoyens et guadeloupéens avoir par rapport à ça. On aura grand besoin des psychologues, Raphaël. Nous, on est là, on est toujours là, hein, pour ceux qui nous appellent, bien sûr. Merci, Raphaël, de votre contribution. 13h57. Un dernier coup d'œil sur les boulangeries, puisque nous avons mangé pain en l'eau ici, et les boulangeries fonctionnent. Alors, est-ce que les conditions d'hygiène, de santé sanitaire sont respectées? On l'imagine. On n'est pas allé voir derrière ce qui se passe, mais on souhaite en tout cas que nos boulangers ils fassent le maximum pour que le produit fini, livré aux Guadeloupéens, soit de bonne qualité. Dernier reportage, il est 13h58. Provisionnement des matières premières, ça va, parce que si tu veux, on s'est organisé. Chez nous, on a toujours les frigos plus ou moins 15 jours parce que chez nous, il y a une grosse activité, donc nos frigos sont toujours pleins. Alors forcément, là, tout de suite, il y en a plus de commandes parce que les frigos sont pleins, donc on essaye de... On a assez de matières premières pour, si ça dure un mois, on a largement assez. Pour limiter la casse, on a déjà des grosses pertes parce qu'on a fermé déjà une boutique sur les deux. On a fermé le bistrot Sceaux qui est à rue Becquerel. Donc là, forcément qu'on a eu de la perte, mais puis on a laissé la boulangerie ouverte pour limiter la casse, on va dire. Et puis, nous sommes 25 dans notre société et on n'a plus que 5 personnes. Là, oui, on a réussi à avoir des masques, un peu sous le tard. Au début, on n'avait pas, mais on nous a gentiment donné juste 100 masques. Donc, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. On va essayer de trouver derrière. Bon, les gants, voilà, c'est pas un souci, mais voilà, on essaye de se protéger, nous. Hein, c'est boulot, maison. Si ça dure encore 4 semaines, voilà. Mais déjà, nous, on fait attention aussi à notre santé parce que nous, si demain, moi, il m'arrive quelque chose, tout s'arrête pour nous. Puis après, c'est la catastrophe, hein, forcément. Mais voilà. Comme disait M. Macron, c'est une guerre invisible. Là, on est vraiment dans le... Voilà, dans la guerre. Ouais, c'est qu'à de le dire. Vous voyez, on a juste à sortir dehors et c'est... Et puis, il ne faut pas oublier, voilà, aujourd'hui, on est le combien, Michel? On est le 26. 26, donc voilà, dans 8 jours, il faudra payer nos salariés, même si ceux qui sont à la maison. C'est là où ça va être très compliqué. Donc, puisque c'est nous qui avançons les salaires de nous, comme par exemple 25 salariés, c'est nous qui avançons quand même 25 salariés. Alors, vous imaginez que c'est très compliqué avec moins 70% de chiffre d'affaires de tous les jours. Mais bon, voilà, on a un petit peu de trésorerie pour ce mois-là, mais en espérant que ça reviendra, parce que le deuxième mois, ça va être très très compliqué. On se doute qu'au niveau du gouvernement, ils ont beaucoup de boulot. Voilà, il y a 3 semaines, il n'y avait rien, et puis là, d'un coup, c'est une guerre voilà, qui n'est pas prévue. Mais voilà, nous, on compte sur eux, hein, parce que franchement, il faut vraiment nous aider, nous, et puis tout cet ensemble de l'artisanat. Alors nous, on ouvre de 6h à 14h30. Michel, il y avait une petite chose aussi que je voulais te dire. Je voulais quand même féliciter ma femme, tous les matins qui arrive le matin de bonne heure avec moi, et mes 4 petits salariés que j'ai derrière, Marie, Maëlle, Sacha et Nati. Donc je les félicite et ils seront récompensés de ce qu'ils ont fait avec moi là depuis le début, là, depuis ces 10 jours. Je te remercie. Voilà pour cette boulangerie. Alors, j'ai entendu que le patron disait que nous sommes le 26 et les salariés feront payer dans 8 jours. D'après moi, là, c'est 30 jours graphines. Enfin bon, on verra. De toute manière, on n'a pas que de bonnes nouvelles aujourd'hui, puisqu'on va faire un petit peu le point de ce ZCL très rapidement. On a reçu Bruno Blandin, président du MEDEF Guadeloupe, le patron des patrons, qui veut être optimiste, mais il sait très bien que la situation est complètement bouleversé en Guadeloupe et du point de vue économique. Il appelle à la résistance, à la solidarité en Guadeloupe. On espère que ces mots-là seront entendus par les salariés. Philippe Rocoulor, directeur responsable délégué de Antilles-Guyane pour Orange. Jusqu'à maintenant, Orange arrive à maîtriser le flux des appels, le flux des SMS, puisque tout le monde est à la maison, tout le monde utilise son portable, mais les datas aussi
sont beaucoup utilisés, mais il dit que les choses iront bien. Moi, Roger PDG d'Air Caraïbes, lui, disait que la situation est compliquée puisque Air Caraïbes va restreindre au maximum ses vols. Orly va être fermé. Les derniers avions partiront aujourd'hui puisqu'à partir du 26, plus aucun Air Caraïbes. La région au niveau Guadeloupe-Martinique aussi, ça va être clôturé. Donc Air Caraïbes a assuré par son PDG que les salaires seront maintenus en avril, mars, avril, mai, jusqu'à juin. Au-delà, point d'interrogation. Reste à savoir comment Air Caraïbes va rebondir. On a eu Raoul Lebrave. Raoul Lebrave, c'est le PDG, le directeur de l'ADOM, l'agence pour la mobilité des Antillais. Vous savez que c'est une agence qui a pris le relais du Bumidom. Et aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes, à peu près 800, sont encore là-bas en France. Ils ne peuvent pas rentrer, pas ni avion. Et les parents sont quelquefois inquiets, mais l'ADOM a mis en place un système téléphonique permettant aux gens de se renseigner de manière régulière. Donc, je crois que j'ai encore ce numéro de téléphone. C'est le 0590 25 35 00. 0590 25 35 00. Si vous avez un enfant, un fils ou une fille étudiante là-bas, parmi les 800 qui sont en France et les 300 et 250 qui sont chaque année qui partent là-bas. Voilà. On a quelqu'un au téléphone. Je ne sais pas qui. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Dani? Oui, on est en direct de Canal 10, oui. Eh bien, je m'appelle Titor. Ah, Titor, oui. Ben, Titor, le journal est terminé. Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire très rapidement parce qu'on arrête normalement à 14h. Vous êtes confiné? Comment? Se confiner, tu sais, la Guadeloupe a toujours été en confinement. Ah ben ça, c'est pas une nouveauté. Il y a des habitations, tu sais. Donc, il ne faut pas croire que la psychologie des Guadeloupéens et celle des Européens, a priori, ça va rien. Tu comprends? Nous sommes un pays confiné. On a été toujours confinés, ça. C'est pas une nouveauté, Tito, on le sait. Je te fais très mal. Oui. Allô? Oui, j'écoute. J'écoute, Tito. Oui, mais le confinement, puisque lorsque les Indiens nous arrivent, ils étaient 45 000 à tous les voyages. Oui. Il y a 16 000 à la fin du siècle. Ils sont morts comme des mouches par le choléra. Oui, oui. La grippe espagnole ne nous a pas tellement touchés. Et qu'on a cherché des traces, il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le confinement, nous sommes un peuple de vivants dehors. Oui. Beaucoup plus dehors qu'en dedans. Seulement, au moins les enfants, les parents sont obligés de réfléchir sous l'école, et peut-être sous l'église, il n'y a plus de messe. Tout à fait. Tout ça sont des problèmes d'analyse que nous ferons après. Mais il ne faut pas se précipiter à pouvoir les faire. Et de psychologiser individuellement les choses. Voilà. Voilà. Merci de cette petite réflexion, Titor Desglaces, patriote guadeloupéen, qui a fait une petite intervention. Il est 14h05, on va se terminer aujourd'hui avec ça. On se retrouve demain, je l'ai dit, avec nos artistes qui seront présents avec vous dans le ZCL, sur Canal 10. À demain et bon après-midi. Et surtout, attention à ce problème à ces masques-là, parce que beaucoup de gens portent des masques. Je crois qu'on prend nos masques-là, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Non, le masque, c'est 4 heures. 4 heures, il faut jeter pour on note. Et moun va laver ces masques-là. À part qu'on masque ou quoi faire masque vieux, ni masque à carnaval. C'est des masques qui doivent protéger, mais s'ils sont mal utilisés, eh bien, ils ne protègent pas. Ils vous intoxiquent. Alors, faites attention à l'utilisation des masques. Voilà. Salut, à demain. La réalisation était assurée par Kevin Zéro Faute.